Bien, mes chers amis, nous allons reprendre nos travaux. J'avais dit à Sandro que c'était un risque très fort qu'il avait pris en nous proposant de pouvoir animer cette table ronde juste après un sommet des maires démocrates. Parce que vous l'imaginez, quand des maires se rencontrent, ils n'ont pas assez de 53 minutes pour échanger de tout ce qu'ils ont à se dire. Mais nous avons été rappelés à l'ordre et nous sommes sortis de notre sous-sol. Nous étions au sous-sol, c'est ce que nous pensions au départ, mais en fait, nous étions au bon endroit parce que nous étions au niveau du terrain. Et c'est aussi pour cette raison-là que je pense la famille politique que nous sommes a souhaité que nous puissions échanger ensemble, élus des collectivités, élus européens, sur un sujet qui à la fois a des dimensions globales et des dimensions locales. Alors je voudrais commencer à saluer Marie-Pierre Védrenne qui nous présentera dans quelques instants la dimension européenne, ce qui est les réponses qui ont été imaginées ces derniers mois, ces dernières semaines encore, avec des accords sur le pacte sur la migration et l'asile. Nous demanderons aussi à Joachim Streit de nous dire aussi la manière dont, en tant que président du groupe parlementaire, il a aussi pu porter un certain nombre de débats sur la migration. Et déjà avec Giulia Pigoni, nous avons évoqué la situation en Émilie-et-Romagne tout à l'heure dans notre réunion des élus locaux. Mais je vais d'abord donner la parole à la salle. C'est assez inhabituel, vous me pardonnerez. Mais dans notre réunion de maires et d'élus locaux, nous avons un peu naturellement fait apparaître trois dimensions de ce que représente la migration sur nos territoires. Dans un premier cas, c'est une situation de gestion de crise avec l'arrivée massive en très peu de temps de très nombreux migrants qui viennent trouver refuge. Et je vais passer la parole à Javier Llamas qui nous a décrit ce que cela signifiait pour sa commune sur les îles Canaries. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Mi nombre es Javier Llamas, procedo de las Islas Canarias en España, una de las islas más occidentales, en este caso La Palma, y la más occidental de todas es la isla del Hierro. El Hierro es una isla de apenas 268 kilómetros cuadrados y unos 11.000 habitantes en toda la isla. Solo durante el mes de agosto han recibido unos 900 inmigrantes en un pequeño barrio donde viven 700 personas. Han recibido más de un 100% de las personas que vivían allí, pues han duplicado la población solo con inmigrantes en este corto espacio de tiempo. Además, Canarias ha recibido durante lo que va de año unos 14.000 migrantes. En el día de ayer mismo llegaron casi 1.000 migrantes repartidos entre varias islas, entre ellas la del Hierro. Insisto que el Hierro, en este caso, corre el riesgo de convertirse en la nueva Lampedusa, que es lo que más conocemos, yo creo, algo similar. Por lo tanto, se hace necesario, así lo reclamamos desde la municipalidad y desde Canarias, hacia el territorio nacional, hacia España y desde allí también hacia Europa, un mayor impulso y compromiso, sobre todo en las medidas preventivas, ¿no? Se hace necesaria una planificación y una coordinación del Gobierno con las autoridades autonómicas locales y, como decía, con la Unión Europea. En estos últimos días, además, nuestro presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, también reclamaba que, por favor, que se despliegue el Frontex, esa Guardia Europea de Fronteras y Costas en Canarias, al mismo tiempo de poder atacar el problema en origen, con el control de las mafias. Entonces, insistimos que en la palabra solidaridad, insistimos en la palabra generosidad dentro de España y con los Estados miembros de la Unión Europea, si queremos una Europa unida, como ha quedado vigente aquí en el día de hoy, que siga fuerte y que siga colocando a las personas en el centro de sus políticas. Muchas gracias.
Merci beaucoup, Javier. Vincent Chauvet, le maire d'Autun, qui nous parlait tout à l'heure finalement de l'enjeu démographique pour Autun et finalement aussi une arrivée de migrants de différentes origines qui était aussi un élément de sa politique municipale. Merci François, merci Monsieur le Président. Effectivement, Autun, dont je suis le maire, une commune de 14 000 habitants en Bourgogne-Franche-Comté, vit comme de nombreux territoires européens une dépopulation accélérée. Nous avons environ 2 décès pour une naissance et donc une population qui diminue très rapidement. Ce rythme s'étant accéléré ces dernières années puisque le nombre de naissances a encore baissé de 8% d'une année sur l'autre. Et quand je prends une classe de petite section, la première année de scolarisation et la dernière année d'école primaire en CM2, on a 25% de différence en termes de nombre d'élèves. Et donc, il y a un enjeu, effectivement, de vieillissement et de diminution de la population, avec une offre surabondante en logement, là aussi une politique très différente d'autres communes, puisque nous avons détruit 171 logements cette année et l'an dernier, que nous avons rasés, des logements sociaux que nous avons rasés, quand on sait que dans d'autres endroits, il y a une pénurie très forte de logements. Chez nous, c'est l'inverse, on gère le trop peu plutôt que le trop plein. Alors, dans ce contexte, nous sommes également une ville évêchée, avec une communauté catholique très, très active qui, avant la crise des migrants de 2014-2015, était déjà, et continue de l'être, très impliquée dans l'accueil de personnes étrangères, souvent en situation irrégulière et en situation personnelle compliquée. Et donc, nous avons finalement assez simplement décidé de nous inscrire dans les politiques de l'Union européenne. On le sait assez peu, mais ce sont des politiques financées par l'Union européenne, en lien avec les États et également avec l'Office international des migrations et l'ONU pour les réfugiés, de relocalisation, c'est-à-dire de familles entières qui sont dans des camps de réfugiés, que ce soit au Liban ou en Syrie principalement, issues des communautés kurdes, yézidis, ces femmes qui ont servi d'esclaves sexuels aux terroristes de Daesh, ou simplement des populations syriennes, irakiennes qui ont été persécutées et dont les actions ou dont des parents sont recherchés, ou le régime veut leur mort, et donc d'accueillir des familles complètes avec un accompagnement très poussé d'un travailleur social pour cette famille sur un an, qui permet une intégration très forte quand tous les partenaires se mettent autour pour la scolarisation, l'apprentissage de la langue, l'accompagnement aussi dans la vie culturelle, notamment par le théâtre et la culture que nous avons très présente dans notre ville. Nous avons également participé à des programmes d'accueil de mineurs non accompagnés, de mineurs isolés. Ce sont ces jeunes qui se déclarent mineurs, qui parfois ne le sont pas, qui franchissent donc la Méditerranée en bateau et qui sont répartis en France par département. Là aussi, avec un programme que j'ai souhaité doubler, 6 mineurs non accompagnés par an, jusqu'à 12, et un accompagnement très fort pour les entreprises qui cherchaient de la main-d'œuvre, parce que, comme aussi dans beaucoup de villes et de régions en Europe, nous avons une pénurie très forte de main-d'œuvre dans un certain nombre de secteurs, et avec les associations d'entreprises, les associations patronales, qui ont demandé d'accueillir encore plus, parce que, effectivement, dans les métiers comme le bûcheronnage, le bâtiment ou l'hôtellerie-restauration, il y a des besoins. Et puis nous allons commencer, et là aussi nous n'avons pas peur des polémiques, parce que nous montrons par l'exemple que quand c'est bien fait, quand c'est bien accompagné, c'est possible et ça ne crée pas de difficultés. Nous avons des difficultés d'intégration, je ne sais pas si Iliane Kyushuk est toujours là, dans notre commune, avec une population rome turcophone de Bulgarie qui est très difficile à intégrer, et nous faisons beaucoup d'efforts, mais nous n'avons aucune difficulté d'intégration des publics réfugiés, et donc nous allons la commencer, le programme de mobilité nationale. Ce sont ces personnes qui sont bénéficiaires du statut de réfugié, de la protection internationale, qui s'agglutinent autour de Paris dans des bidonvilles, des tentes ou dans les centres administratifs pour demandeurs d'asile, parce qu'il n'y a pas de logement, et à qui on va proposer de venir, puisqu'ils sont en situation régulière, dans des territoires ruraux comme les nôtres, pour s'implanter. Et je finirai en disant
qu'il y a une délégation d'élus nationaux MoDem qui va venir, menée par Élodie Jacquier-Laforge. Je crois que Maud Gattel sera là, parce que c'est un débat très fort en ce moment, la loi immigration, qui va venir la semaine prochaine à Autun, pour voir comment on fait. Et à cette occasion, nous allons aussi signer avec l'État ce qu'on appelle les contrats territoriaux d'accueil et d'intégration, mais aussi avec des entreprises. Et j'en finis par là. Concrètement, comment ça se passe? Nous prenons des personnes réfugiées qui ont obtenu le statut, mais qui n'ont pas encore d'insertion professionnelle ou alors qui ont des contraintes, notamment des femmes. Et nous travaillons avec des associations d'aide à domicile pour les personnes âgées, pour avoir un programme complet où on s'occupe de la personne, cours de français le matin payé en partie par l'entreprise, accompagnement de la mairie et l'après-midi mise en situation professionnelle auprès de personnes âgées dans notre territoire. Ça va être assez innovant, mais on montre par l'exemple que les réfugiés, les personnes bénéficiaires de la protection internationale, dans certains territoires, dans certaines conditions, avec un vrai programme d'accompagnement, peuvent être une réelle opportunité pour nos sociétés, en plus de répondre à cet impératif d'humanité que nous devons avoir vis-à-vis de ces personnes. Merci beaucoup Vincent. Je vais passer la parole à Esther Apraïs, qui est la maire de Derrio, pour aussi un dernier témoignage, et notamment sur l'intégration. Hola a todos y todas, buenas tardes. Yo, además de ser alcaldesa de Derio, que es un municipio pequeño de Euskadi, de unos 7.000 habitantes, desde hace menos de un mes también soy presidenta de EUDEL, que es la Asociación de Municipios Vascos. Esta asociación tiene por misión fortalecer la gobernanza local para ofrecer a nuestros vecinos y vecinas los mejores servicios que se puedan prestar. Y para cumplir esa misión son nuestra razón de ser, por un lado, la colaboración, por otro lado, el compartir y también el trabajo en red. En la cumbre de alcaldes y alcaldesas que se acaba de celebrar he compartido una experiencia en materia de inmigración y, bueno, que es el ejemplo de la forma de hacer de EUDEL. Les comentaba en esa cumbre que es sabido por todos y todas que la acogida o la integración de las personas migrantes y la gestión de la diversidad es uno de los grandes desafíos como municipio y como regiones. Pero asimismo representa también una oportunidad para responder a la transición social demográfica y también para contrarrestar los discursos xenófobos que afloran últimamente en Europa. En Euskadi, el hecho migratorio ya es una cuestión estructural y estructurante de la sociedad actual. Es un reto y una oportunidad que estamos abordando. Y la estamos abordando desde la colaboración que tanto caracteriza a EUDEL. Y me refiero a una colaboración entre EUDEL, que representa a todos los municipios vascos, colaboración con otras instituciones vascas y también con los agentes institucionales y sociales. Esa colaboración se ha materializado en 2020 con el Pacto Social Vasco por la Inmigración, que ha sido impulsado principalmente por el Gobierno vasco y al que se ha adherido un gran número de ayuntamientos vascos. Desde EUDEL hemos valorado especialmente el acento local de este pacto, que promueve su propio despliegue en los municipios. Y ejemplo de ese despliegue es la reciente iniciativa que se va a poner en marcha en el seno de EUDEL de redactar un protocolo marco de acogida que pueda servir a los diferentes ayuntamientos de modelo, que estará elaborado también con la colaboración del Gobierno vasco y con la participación de los diferentes agentes sociales. Con esta iniciativa, ¿qué buscamos? Pues buscamos que todos los municipios vascos cuenten con herramientas para desarrollar y mejorar sus políticas sociales, promoviendo siempre la integración y la inclusión social. Y esto ha sido lo que he compartido hace un ratito en esa cumbre. Gracias. Merci beaucoup, Esther. Marie-Pierre, je voulais qu'on puisse commencer par cette série de témoignages parce qu'on voit apparaître les différentes dimensions et les différents enjeux de la migration ici. On a à la fois la gestion de crise avec des arrivées massives. On a la question de l'évolution de la société européenne, de l'allongement de la vie qui crée aussi du vieillissement, mais aussi des répartitions démographiques qui créent des déséquilibres. Et puis avec Esther, on voit aussi la notion de pacte. Là, il s'agit d'un pacte régional qui permet de pratiquer ensemble des formes de solidarité et d'apprentissage réciproque. Moi, il se trouve que très longtemps, je me suis présenté comme le maire d'une ville pas très loin de Calais, parce que Calais a été aussi
connu dans l'Europe entière, j'allais dire même dans le monde entier, pour malheureusement ce qu'on appelait d'un mot horrible, la jungle, ce qui était terrible comme appellation, mais qui signifiait qu'il y avait là beaucoup de femmes et d'hommes qui venaient espérer traverser la Manche pour pouvoir trouver le point d'aboutissement d'un long voyage. Et je suis dans une ville de 15 000 habitants où chaque année nous avons 2000 mineurs non accompagnés qui sont accueillis dans des situations d'urgence dans lesquelles il y a des beaux messages d'intégration. Nous sommes des champions de France de cricket désormais grâce à notre équipe composée de jeunes Pakistanais. Mais on sent aussi qu'on a besoin d'être tous ensemble et on a bien vu que l'Europe a essayé de prendre les choses en main différemment. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment vous avez voulu, au plan européen, tenir compte de ces différents enjeux? Merci François et merci à tous les trois de vos témoignages parce qu'effectivement, et Javier a employé ce mot-là, il y a beaucoup d'attentes. Et il y a effectivement une volonté, une nécessité d'avoir une coordination à l'échelle de l'Union européenne sur justement les mots qui ont été dressés ce matin, notamment par Sandro, par Matteo Renzi, par François Bayrou, sur le fait que c'est à l'échelle de l'Union européenne qu'on doit absolument agir. On le voit bien, la nécessité d'agir ensemble et la solidarité. Et c'est bien évidemment capital sur l'enjeu migratoire. Parce qu'on le voit bien, et forcément je regarde Sandro, on a Madame Meloni qui a fait sa campagne en Italie justement en nous disant qu'elle allait régler cet enjeu toute seule avec des propos nationalistes et démagogiques. Et vos témoignages concrets démontrent bien que justement c'est par une approche en européen basée à la fois sur la solidarité et la responsabilité que nous y arriverons. Et c'est tout le message qu'on a porté pendant ce mandat et qu'on continue d'avancer. Et on sait à quel point, justement, avant les élections européennes de juin 2024, il va falloir apporter ces réponses concrètes à l'ensemble des acteurs. Donc c'est tout le travail qu'on a mené pendant ce mandat. Il y a eu des avancées déjà pendant la présidence française du Conseil de l'Union européenne, parce que c'était des sujets qui étaient bloqués au Conseil. On a un Parlement européen, et je regarde Nathalie, qui s'est beaucoup investi aussi dans les mandats précédents. Et on a un Parlement européen qui est très clair justement sur ces dimensions et sur cette solidarité. Mais on a des États membres qui, par contre, étaient complètement divisés. Et là, les choses ont bougé pendant la présidence française avec cette volonté d'avoir des mécanismes de solidarité entre tous les États. Quel est notre travail? Parce que donc c'est effectivement réformer ce fameux pacte asile-immigration qui est composé d'une dizaine de textes. Et nous, on a 4 piliers qui répondent un petit peu aussi à ce que vous venez de dire les uns et les autres. Et aussi, parce qu'il faut, comme on l'a dit ce matin, on voit bien aussi les attentes des uns et des autres et de nos concitoyens. Il ne faut pas non plus qu'on se voile la face. Et le débat qu'on avait précédemment justement sur les attentes aussi démontrait à quel point le sujet migratoire est un élément important. Donc il nous faut travailler en européen sur la maîtrise de nos frontières et sur notre espace commun. Parce que l'objectif, c'est aussi de préserver un acquis qui est fondamental, c'est l'espace Schengen. C'est quand même une des plus belles réussites justement de l'Union européenne. Et donc avec une réforme forte, responsable et solidaire du paquet asile et migration, c'est la préservation de cet espace de liberté et de circulation. Donc ça passe notamment par un renforcement des Frontex, à la fois en moyens financiers, à la fois en moyens humains, pour véritablement agir en européen, avec l'accélération aussi de mécanismes de filtrage qui soient plus systématiques. Et on voit bien justement tout ce qui s'est passé ces dernières semaines aussi à Lampedusa qui démontre cette nécessité. Et l'objectif, c'est le second pilier, au-delà de cette maîtrise commune de nos frontières extérieures, c'est avoir des règles harmonisées et qui soient réellement appliquées. Parce que là aussi, on peut avoir des règles, mais si elles ne sont pas mises en œuvre, finalement, elles ne répondent à aucun des enjeux et aucun des appels qui sont dressés à l'échelle locale. Donc là aussi, il y a tout ce travail qui a été mené, j'allais dire, d'acculturation politique pendant ce mandat pour avancer tous ensemble sur cet enjeu et renforcer aussi le système européen de retour. Parce que justement, quand je parlais de la préservation de l'espace Schengen, on voit bien qu'on a à la fois la question des voies légales et des voies illégales des questions migratoires et qu'il nous faut absolument agir. Et puis,
le témoignage de Vincent le démontrait aussi, un des autres piliers qui est pour nous, en plus en tant que démocrates et humanistes, et c'est bien les termes qui ont été employés ce matin, que ces accords ils doivent être en adéquation avec nos principes, nos valeurs humanistes, et que justement l'asile est un droit fondamental et que cette réforme doit aussi justement conduire à la préservation du droit d'asile. Donc ça, c'est fondamental aussi. On échange beaucoup aussi au Parlement européen pour assurer le sauvetage en mer. Vous avez tous ces images en tête. Donc ça, c'est un élément aussi fondamental pour nous en tant que Parti démocrate européen. Vincent a évoqué la question de l'intégration, donc évidemment sur l'éducation, sur les logements, sur le volet santé. Un peu dans ce qu'il évoquait, moi je vis en Bretagne, à Rennes par exemple, en ce moment, il y a une initiative citoyenne européenne qui est portée par la ville de Rennes, qui a été imaginée par des collégiens, justement pour un accueil digne des migrants, et ça je pense que c'est effectivement le mot-clé et l'action sur lequel on doit travailler à tous les échelons et avec tout le monde. Et puis notre objectif aussi dans cette réforme du paquet asile-immigration, c'est véritablement travailler à la fois avec les pays de départ et les pays de transit. Vous avez dû voir que dernièrement, par exemple, il y a eu un accord entre l'Union européenne et la Tunisie qui a été beaucoup aussi critiqué au sein du Parlement européen, justement, dans quel cas on considère qu'il y a des pays sûrs ou non. Et ça, c'est aussi un élément de débat qui est extrêmement important. Donc là aussi, bien évidemment, et on a débattu au sein du groupe Renew au Parlement européen sur cet enjeu. Oui, on se dit qu'on aimerait travailler avec des pays de transit qui sont plus sûrs, qui partagent davantage nos valeurs, nos ambitions, mais la réalité du monde n'est pas celle-là. Donc il faut quand même travailler justement à la fois avec les pays de départ et les pays de transit, mais véritablement avec les pays de départ, parce qu'on a des zones d'instabilité, comme on l'a évoqué ce matin en préambule, qui sont de plus en plus nombreuses, de plus en plus difficiles. Et ça, c'est construire des partenariats globaux avec tous les acteurs, c'est absolument fondamental. Et c'est là où, en conclusion, je vous renverrai aussi justement dans le manifeste, où justement il y a des pistes de réflexion qui sont portées. On voit bien que, par exemple, travailler sur les leviers commerciaux pour pouvoir faire bouger les lignes aussi avec les pays de départ. Merci beaucoup, Marie-Pierre. On voit bien que la manière dont on va envisager de pouvoir traiter en européen les sujets de la migration et de l'asile, ça dit beaucoup de la manière dont on conçoit l'Europe. On ne porte pas les mêmes valeurs selon la réponse qu'on va donner à ces enjeux-là. Et ça va être un sujet qui va nous différencier massivement. Et on le voit bien, c'est un sujet de forte préoccupation. Et celui qui dira la vérité va peut-être regagner un peu de crédibilité aussi. Tu as parlé d'espace commun, et on est là parce qu'on défend l'idée que l'Europe, c'est un espace partagé, un espace commun. Néanmoins, je m'adresse à Joachim, on a, sur l'année 2022, soit les 3/4 des demandes d'asile sur 5 États européens. Et le premier pays qui reçoit des demandes d'asile, c'est bien sûr l'Allemagne. Et donc, on voit que selon les chanceliers, il peut y avoir des évolutions sur la position de l'Allemagne par rapport à ce sujet-là. Alors, quelle est un peu, vu de Rhénanie-Palatinat, la position et comment comprendre aussi l'évolution de la parole, allez, on va dire, d'une chancelière à un chancelier? Nun erstmal einen guten Tag und ich freue mich, heute hier dabei zu sein. Mein Name ist Joachim Streit und ich stamme aus Bitburg. Und Bitburg hat auch 15.000 Einwohner, wie Calais oder deine Stadt. Und das ist an der Grenze zu Luxemburg, zu Belgien, und Schengen liegt vor der Haustür. Und ich bin aufgewachsen mit Grenzbäumen, also mit Grenzen. Und wir waren so froh, als die Grenzen weg waren, und unser Bereich hieß in Deutschland Grenzland. Unser Fest hieß Grenzlandtreffen. Und alles war nach diesem Grenzland beschrieben. Und heute sind die Grenzen nicht mehr da und wir wollen sie auch nicht wieder haben.
Ich sehe vor Augen, wenn ich an Flüchtlinge denke, den 2. September 2015, und ihr kennt das Bild alle, Alan Kurdi, schwarze Haare, rotes T-Shirt, blaue Hose, und er liegt tot am Strand von Bodrum. Das will ich nicht sehen. Das sagt mir mein Wert als Humanist. Ich war über 10 Jahre Bürgermeister, dann war ich über 10 Jahre Landrat und ich bin jetzt im Landtag von Rheinland-Pfalz Fraktionsvorsitzender. Ich höre aber meine Leute vor Ort stöhnen. 2015 war ich Landrat und wir haben bei uns in Bitburg rund bei 15.000 Einwohnern 1800 Flüchtlinge aufgenommen. Und davon waren jeden Tag kamen 600 neue und jeden Tag waren 600 weg, nämlich in die Städte in Deutschland. Und wir haben das alles mitgemacht und die Kanzlerin, war ja auch die Frage, wie sahen wir es, hat es sich geändert? Und Frau Merkel sagte ja, wir schaffen das. Damals hat man viele Schilder gesehen, Refugee Welcome. Das sieht man heute nicht mehr. Wir sind aber auch in einer Dauerkrise. Also das hat vielleicht Anfang der 2000er schon angefangen. Da gab es eine Blase bei uns bei den Börsen, dann 2008 in der Folge die Finanzkrise, dann 2011 die Krise um Griechenland, dann kamen die Flüchtlinge, dann hatten wir 2 Fluten bei uns, jetzt 2021 die letzte und dann war noch die Pandemie. Und die Leute sind erschöpft und wollen nicht noch etwas haben und sie sehen, die Flüchtlinge kommen und kommen und kommen. Ja, wenn man keinen Alan Kurdi haben möchte an den Stränden von Europa, dann müssen die roten Grenzen in Nordafrika und am Nahen Osten gezogen werden. Und was ganz wichtig ist, wir müssen innerhalb von Europa Solidarität mit den südlichen europäischen Ländern haben, mit Frankreich, mit Spanien, mit Italien, mit Griechenland. Und wir dürfen diese Länder nicht mit den Flüchtlingen alleine lassen, sondern das ist eine gemeinsame Aufgabe. Und dann schaue ich aber auch in den Osten, ich schaue nach Ungarn, ich schaue auch nach Polen. Und wenn man sagt, bei uns, das Boot ist voll, 250.000 Flüchtlinge jetzt, dann gibt es noch Boote in Europa, die nicht voll sind. Also es ist eine Frage, wie verteile ich das Ganze? Und da erwarte ich auch die Solidarität der Länder, die keine Flüchtlinge aufnehmen. Was für mich wichtig ist, wir müssen diese Pull-Faktoren, also wie wir Flüchtlinge ansaugen, diese Faktoren müssen wir ausschalten. Und da ist Deutschland natürlich an erster Stelle. Wir müssen uns selbst mal anklagen, wir geben viel zu viel Geld an Flüchtlinge im Sozialsystem. Sie bekommen zu viel. Viele bei uns sprechen jetzt davon, dass man von der Geld- auf Warenleistung umsteigt. Wir hatten letzte Woche der Freien Wähler hier in Rheinland-Pfalz Parteitag und wir haben, mein Kreisverband hat den Antrag gestellt, eine Karte rauszugeben. Und da gibt es dann die erste Möglichkeit, Fiscal Blocking. Das heißt, du kannst nur Geld für Waren ausgeben, für Hygieneartikel, für Essen, für Trinken oder als Taschengeld. Und du darfst es nur in deiner Region ausgeben. Du darfst nicht das Geld abheben, um damit Schleuser in der Heimat zu bezahlen oder sonst wo, die noch weitere bringen oder deine eigenen Schulden zu bezahlen. Das wäre bei uns mal etwas ganz, ganz Wichtiges. Und dem Grunde nach müssten wir in ganz Europa uns auf eine einheitliche Leistung für Flüchtlinge einigen. Dann das Zweite ist, alle die unberechtigt kommen. Also wir müssen unterscheiden zwischen Asylrecht und Wirtschaftsflüchtlingen. Asylrecht ist ein Grundrecht, ist ein Menschenrecht und wir müssen Asylrecht verteidigen. Da führt kein Weg dran vorbei. Aber das Asylrecht war immer gedacht für Einzelne oder für wenige, vielleicht mal für eine Gruppe, die verfolgt wird. Mittlerweile haben wir bei den Wirtschaftsflüchtlingen eine Massenmigration und die ist zunächst mal nicht gewollt. Auf der anderen Seite benötigen wir in Deutschland aber Arbeitskräfte und in vielen Bereichen Europas auch. Oder wie bei euch zu Hause, Franche-Comté, wenn Dörfer aussterben, ist man froh um jeden, der das Haus bewohnt. Und das verstehe ich auch. Und so gibt es halt die verschiedenen Regionen, die man betrachten muss. Das heißt, wir müssen schon eine Willkommenskultur haben für die wir auch benötigen. Und sie sollen ruhig kommen. Und nicht nur der junge
Mann, sondern er soll seine Frau mitbringen und seine Kinder und wir wollen sie dann auch hier durch das System bringen. Und diese beiden Dinge miteinander zu verbinden, da sehe ich Europa an erster Stelle, indem wir einheitliche Bedingungen schaffen, zum einen, um die wegzuhalten, die kein Asylrecht haben, aber die auch reinzuholen, die arbeiten wollen. Und wenn die ihr Geld in die Heimatländer überweisen, dann ist das in Ordnung. Wir kennen das auch in Luxemburg, viele Portugiesen arbeiten dort, früher waren es Italiener. Also Luxemburg hat ja immer davon gelebt, Menschen aufzunehmen und hat heute 600.000 Einwohner und will die Anzahl der Grenzpendler noch verdreifachen in den nächsten 20 Jahren. Also es gibt Wachstumsbereiche, die saugen auch Menschen auf und das soll auch sein. Ob das jetzt Europäer sind oder wenn wir es nicht schaffen, halt auch Menschen von egal wo auf der Welt. Merci beaucoup. On voit finalement que c'est aussi plus d'Europe, mais plus de coordination européenne. On a parlé aussi des frontières extérieures. Pour le Comité européen des régions, j'ai mené plusieurs missions à Chios, ou y compris sur l'une des premières frontières européennes à Melilla, sur le continent africain. On doit aussi en parler de ces points de passage. Plus d'Europe, je me tourne vers Giulia Pigoni pour l'interroger finalement. Est-ce que l'Italie, qui était sans doute l'un des pays les plus pro-européens, qui s'est un peu détourné, et finalement aujourd'hui, est-ce que par réalisme, confronté à la situation qu'on connaît, c'est un message finalement sur la manière dont il faut vraiment faire passer ce message que l'Europe, c'est la solution, quoi qu'en disent ceux qui s'y opposent? Innanzitutto grazie per questa opportunità di essere qui con voi in questa giornata così preziosa. E partirei da un assunto. Le migrazioni fanno parte della storia dell'uomo, della sua evoluzione, e chi parte dall'idea delle migrazioni non dovrebbero esserci non sa di che cosa parla, perché di tutti i tempi e da tutte le latitudini ci siamo sempre spostati come essere umano, e quindi è fisiologico ed è bello mescolare le culture. La politica se ne deve occupare e credo che anche questo panel sia una bella occasione per occuparsene con serietà e partendo sempre dal binomio umanità e razionalità di cui abbiamo bisogno per affrontare un tema delicato come questo. C'è un tema che non possiamo certamente nasconderci, cioè le migrazioni spesso fanno paura perché ci mettono a diretto confronto con il diverso, o almeno con quello che pensiamo sia diverso, con quello che percepiamo come diverso. E c'è anche chi purtroppo in Italia, ma non soltanto in Italia, racconta che chi arriva mette in qualche modo in discussione un'identità nazionale. Ecco, io credo che chi afferma questo afferma che un'identità nazionale si mantenga soltanto costruendo muri, facendo confini sempre più alti. Io non sono per niente d'accordo con questa analisi. Io credo invece che la strada sia quella che stiamo cercando di costruire insieme, e la nostra identità di paese, ma io credo che sia condivisa come identità culturale europea, lo diceva Virgilio fin dai tempi, la fondazione di Roma la immaginava fatta dai naufraghi, quindi io credo proprio che l'identità nazionale italiana ed europea debba essere prima di tutto quella di salvare vite e di mescolare culture, quindi credo che questa sia un'immagine che ci debba accompagnare sempre nelle scelte che facciamo e quando parliamo di migrazione. La paura però è un sentimento profondo e che non possiamo in qualche modo lasciare isolato, perché credo che la cultura riformista come la nostra si debba prima di tutto mettere all'ascolto anche di chi ha paura, perché magari vede nel diverso un ostacolo al proprio status quo. Ecco, questo noi non dobbiamo permetterlo, dobbiamo sempre ricordarci di metterci all'ascolto, altrimenti si crea un muro di incomunicabilità che rischia di essere molto pericoloso e di portare anche, l'abbiamo visto in tante purtroppo occasioni, anche a violenze.
E il populismo invece fa esattamente l'opposto di quello che cerchiamo di fare noi, soffia sulle paure, anche sulla paura del diverso. Per questo sono indispensabili, lo abbiamo detto e l'avete detto anche prima di me, delle politiche di integrazione vere che devono essere nazionali e devono essere europee, perché nessun governo, nessun presidente, nessun re, neanche Giorgia Meloni è in grado di fermare le migrazioni, quindi anzi abbiamo visto che i numeri le stanno dando assolutamente torto. E le migrazioni non si fermano, ma si possono e si devono gestire. E nel gestirlo si deve lavorare sulle cause di quelle che sono le migrazioni stesse, ricordandoci sempre che migrare non è un viaggio di piacere. Chi si sposta non lo fa per vacanza, lo fa per necessità, nella maggior parte dei casi. E poi non voglio fermarmi ad un discorso soltanto, diciamo, di umanità e di sensibilità. Diceva prima di me che noi abbiamo bisogno come Europa di forza lavoro. Guardate, io vengo dall'Emilia Romagna, sapete, è una terra produttiva e con un settore produttivo molto importante che ancora oggi ci dice certo c'è il tema dei mercati internazionali nella relazione con l'Europa, certo c'è il tema della competitività delle nostre imprese, ma il primo vero problema è quello delle risorse umane che mancano. E quindi noi possiamo continuare a dire che abbiamo paura del diverso, ma la realtà è che noi delle migrazioni abbiamo bisogno, dobbiamo cercare di gestirle e di lavorare insieme per integrare. Come? La prima cosa è non isolare. La prima soluzione è non isolare, perché anche in dove mettiamo ad abitare queste persone che troppo spesso abbiamo messo tutte insieme in angoli dei nostri paesi, delle nostre città, abbiamo fatto in modo che non venissero integrate nelle nostre comunità, e questa è una grande sfida che invece dobbiamo affrontare, e lo dobbiamo fare attraverso la scuola e la formazione, perché se noi, questi ragazzi che arrivano, spesso come dicevamo arrivano delle famiglie, quindi arrivano dei bambini che devono essere inseriti in un sistema di scolarizzazione, di alfabetizzazione, così come invece le persone che dobbiamo inserire nel nostro mercato del lavoro, nel nostro mondo del lavoro, debbono essere formate. E quindi abbiamo una struttura, per fortuna, di formazione professionale importante nei nostri paesi, in Italia e in Europa, che deve essere più complementare dal mio punto di vista, ma deve inserire queste persone che arrivano e che sono necessarie per crescere e per appunto non partire dalla follia del fatto che non dobbiamo fare partire le persone. L'altra sfida che io credo fondamentale è quella di dire che l'Europa deve avere il coraggio di mettere a terra un grande piano di investimento sull'Africa, perché noi diciamo tanto, non possiamo limitarci a dire non facciamo partire le persone. Noi, se tutti insieme siamo capaci di immaginare un serio piano per l'Africa fatto da un bilancio comune e da un vero piano che abbracci ovviamente anche l'Unione Africana, avremo sicuramente un problema di migrazione in meno da gestire, perché se investi là è più difficile che partano, ma contemporaneamente hai anche quella forza di lavoro in più formata in loco che può essere utile anche ai nostri settori produttivi e ai nostri paesi. Mi fermerei qui intanto. Merci beaucoup Giulia. Je dirais quelque part l'intervention de Giulia, celle de Joachim et celle de Marie-Pierre, montrent que nous sommes la famille politique européenne qui n'a pas peur. Nous n'avons pas peur parce que nous savons qu'il faut créer les solutions, et nous nous opposons à ceux qui veulent que la peur nous bloque et nous entraîne vers une politique de l'autruche qui ne va jamais régler les problèmes. Et donc je trouve que c'est un beau message pour nous entraîner vers la campagne. Et c'est assez normal parce que finalement, nous sommes la famille politique qui, quelques années après la fin de la Seconde Guerre mondiale, a dit « Nous n'avons pas peur de construire la paix ensemble ». Et donc aujourd'hui et demain, eh ben, nous n'aurons pas peur. C'est ça la leçon. Il nous reste, me dit-on, 2 minutes, peut-être 1 minute pour une intervention ou deux en complément de ce que nous venons d'échanger dans cet atelier. Je ne sais même pas si on a 1 minute. Mais Jean-Marie a montré qu'il était très synthétique. Tu en as eu la preuve tout à l'heure, j'essaierai d'être aussi synthétique cette fois-ci. Moi, dans mes différents voyages dans les Balkans, dans un certain nombre de pays qui aujourd'hui connaissent une démographie plongeante, il faut
prendre en compte le fait qu'une partie des États européens sont littéralement, je ne sais pas comment les interprètes vont prendre le mot, littéralement plumés, parce que ce sont des pays en Roumanie, en Croatie, etc., qui ont notamment une plongée en nombre d'habitants, mais en plus, leurs diplômés, ingénieurs, médecins, etc., viennent travailler en Allemagne, en Italie parfois, en France en tout cas, etc. C'est-à-dire que ces pays d'Europe de l'Est, d'Europe centrale, etc., la migration se fait doublement à leur détriment, puisqu'ils perdent leur valeur ajoutée au point de vue des gens diplômés. C'est quand même quelque chose sur lequel il faut se placer. Deuxièmement, et je termine, ça a été dit à plusieurs reprises, si l'on veut trouver des réponses, il faut, comme pour tout événement, c'est aller à la cause. On sait très bien que parmi les migrations économiques, il y a une partie de nos amis africains qui viennent de pays où c'est la désespérance. Il n'y a plus d'eau, il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas de richesse. Mais une partie des migrants africains viennent de pays où il y a du pétrole, des diamants, de l'or, de l'argent, etc. Donc, il n'y a pas une solution miracle, mais il faut établir un certain nombre de coopérations différenciées selon les origines et vis-à-vis des passeurs. Oh, encore 30 secondes. On avait eu, dans une précédente réunion du PDE à Rome, il y a plusieurs années, une intervention d'un ancien général de l'armée italienne qui avait expliqué que par rapport aux Albanais, il avait trouvé la solution. Il avait envoyé ses sous-mariniers, enfin ses gars plongeurs, sur la côte albanaise et il faisait avec une chignole des trous dans les bateaux, comme ça ils ne pouvaient pas sortir du pays. C'était tout à fait illégal, mais c'était efficace. Bien, bien voilà un révolutionnaire, Jean-Marie, que nous avons entendu. Merci pour vos interventions. Je crois que c'est vraiment un des sujets qui va marquer les débats pendant la campagne. Il faudra évidemment camper sur nos valeurs, parce que c'est ça le socle qui fait que nous serons crédibles. Et puis j'ajoute simplement que le pacte a donné beaucoup d'orientation, de nouveaux outils. Tu as décrit cette dizaine de textes qui tiennent compte des pics et des crises que nous avons connues. N'oublions pas, comme on l'a dit les uns et les autres, d'aider aussi à mieux intégrer. C'est ça aussi le facteur de la durabilité aussi, d'avoir une société apaisée à l'avenir. Merci à toutes et à tous, et merci à nos intervenants et à nos témoins. Bravo.